à toutes et à tous, une nouvelle semaine s'achève, emportant avec elle son lot de défis, d'espoir, de tensions et de moments historiques. Merci de nous accueillir chez vous pour ce nouveau rendez-vous d'information où nous reviendrons ensemble sur les faits qui ont marqué l'actualité en Haïti et à travers le monde. Cette semaine, la politique haïtienne s'est retrouvée au cœur des débats. Pendant que la sécurité continue de préoccuper la population, L'éducation, les droits humains et même l'économie nationale ont également fait parler d'eux. et pendant ce temps, tout un peuple retient son souffle à quelques heures du grand retour des grenadiers sur la scène mondiale. Au cours de cette édition, nous reviendrons notamment sur la CEP, la controverse Uder-Antoine, la PNH face aux défis sécuritaires, Haïti derrière ses grenadiers, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lance son offensive éducative. L'OPS renouvelle son engagement, la jeunesse répond à l'appel de l'armée, le rhum haïtien brille à Paris, fin de la vente ambulante de médicaments au Cap haïtien. À l'international, les regards restent tournés vers le Moyen-Orient. Les tensions persistent entre Washington et Téhéran tandis que la situation demeure fragile au Liban et en Cisjordanie. Washington et Téhéran entre pression et négociation, une trêve toujours fragile au Moyen-Orient. Le G7 se prépare sous haute tension, Cuba sous pression américaine. La justice rappelle Washington à l'ordre, Belfast secoué par les violences, Christina frappe l'Amérique centrale, l'inflation inquiète les marchés. Nous ferons également escale en Afrique, dans la Caraïbe et au Vatican. Avant de terminer avec le grand retour d'Haïti à la Coupe du Monde 2026 et les autres temps forts de l'actualité sportive avec Nedjin. Information, analyse et décryptage. C'est parti pour une nouvelle édition de votre magazine d'actualité. Bienvenue dans Graines Promenées. Dans l'année 1882, tout le monde te pensé, pays nous Haïti, tap fin péri en bas maladie verrait. Pièce docteur et spécialiste, pas capable de faire rien. Mais, avec concours Maman nous Marie Notre-Dame du Perpétuel Secours, Haïti sauvé en bas force maladie ça. Ou même qui c'est petite Maman Marie qui vive New York, et spécialement dans Brooklyn, commencez souke corps parce que paroisse Saint-Jérôme dans Brooklyn, ak famille petite maman Marie, évitez nous toutes dans belle neuvaine maman perpétuelle qui pral fête sous thème. Ak maman perpétuelle, miracle la pral fête pour Haïti. Sorti 18 pour arriver 26 juin, depuis 6 heures na souhait pour arriver 10 heures, neuvaine ça fête dans l'église Saint-Jérôme qui dans 2900 Avenue Brooklyn, New York 11 226. Dans la foi, nous avons rassemblé pour nous capables de remettre libération au pays d'Haïti dans même moment perpétuel. Ou même qui malade, ou même qui découragé, qui est petit ou cap bon problème, venez pour nous demander moment perpétuel pour nous secours. M'a tout dit nous, c'est Père Franzi petit homme petite maman Marie qui pourra faire neuvaine ça ensemble avec nous. 27 juillet 2026, jour fête maman perpétuelle. Tout haïtien, drapeau pays nous nan men nous, après rassembler dans basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours qui dans Brooklyn, pour nous dire maman perpétuelle merci. Parce que nous croyons à concours li, miracle la pral fête pour Haïti. C'est Monseigneur Robert Brennan qui a présidé belle célébration ça. Et c'est Père Franzi qui a prêché dans occasion ça. Mes amis, parlez parole là, racontez tout le monde, parce que neuvaine ça, c'est là pour là. Pour toute information, relais frère Charles Joseph dans 347 777 75 16. Ak Père Hilaire dans 718 462 02 23. Ak Maman Perpétuelle, miracle la pral fête pour Haïti. Sans plus attendre, ouvrons cette édition avec le principal dossier national de la semaine. Le processus électoral continue de susciter de nombreuses réactions au sein de la classe politique et de la société civile. Cette semaine, l'installation d'Uder Antoine au poste de directeur général
du Conseil électoral provisoire a ravivé les tensions autour de l'avenir des prochaines élections. En effet, Stéphanie, malgré les réserves exprimées par plusieurs membres du CEP ainsi que par différentes organisations de la société civile, le gouvernement a procédé à cette installation le 5 juin dernier. Parmi les voix les plus critiques figurent notamment le collectif Défenseurs Plus, le collectif du 4 décembre ainsi que plusieurs associations patronales. Ces organisations dénoncent ce qu'elles considèrent comme une atteinte à l'indépendance de l'institution électorale. Selon elle, cette décision pourrait renforcer l'influence du pouvoir exécutif sur le fonctionnement du CEP au moment où le pays se prépare à d'importantes échéances électorales. La question dépasse aujourd'hui le simple choix d'un responsable administratif. Pour plusieurs observateurs, c'est la crédibilité même du futur processus électoral qui se retrouve au cœur du débat. L'installation controversée d'Uder-Antoine illustre les profondes divisions qui persistent autour de l'organisation des futures élections. Plus que jamais, la confiance dans les institutions électorales apparaît comme une condition essentielle pour garantir la légitimité du processus démocratique. Autre défi majeur auquel le pays demeure confronté, la sécurité. Cette semaine encore, plusieurs opérations ont été menées dans différentes zones sensibles. La police nationale d'Haïti a célébré ce vendredi 12 juin son 31e anniversaire à l'École nationale de police en présence de plusieurs autorités de l'État, du haut commandement de la PNH et d'invités spéciaux. À cette occasion, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a rendu hommage aux policiers engagés quotidiennement dans la lutte contre l'insécurité. La cérémonie a débuté par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Sander Louis-Jean qui a appelé les policiers à poursuivre leur mission avec intégrité, discipline et sens du devoir. Le directeur général AI de la PNH, André Jonas Vladimir Parizon, ainsi que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Bellissier, ont salué l'engagement des policiers dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile. Cette célébration a également, celle-ci, été marquée par plusieurs promotions. Fenel Léon et Marjorie Plesival ont été élevés au grade de commissaire principal. Les agents Ulrich François et Johnson Bonhomme ont été promus agent 3, tandis que Gerson Kola est devenu agent 4. Un moment de recueillement a enfin été observé devant la stèle commémorative de la PNH afin d'honorer la mémoire des policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Au-delà de la célébration, ce 31e anniversaire a surtout été l'occasion de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui continuent de servir au sein de la police nationale d'Haïti malgré les nombreux défis auxquels l'institution est confrontée. Notre équipe était bien sur place. Regardons ensemble un extrait de cette cérémonie. Jeudi 12 juin 2026, Bleu Production présent pour couvrir une date qui a un peu d'importance dans la vie institutionnelle pays nous Haïti. C'est 31e anniversaire police nationale d'Haïti. C'est dans une atmosphère qui mélangeait solennité, reconnaissance et réflexion sur l'avenir autorité l'État membre au commandement police nationale d'Haïti, policiers qui sortent dans différentes unités ensemble avec plusieurs invités et spéciaux réunis pour marquer plus passé 3 décennies service, engagement et dévouement dans mission pour protéger la vie et bien citoyens. Depuis création dans date 12 juin 1995, police nationale d'Haïti continue à jouer un rôle important dans la préservation de l'ordre public et la sécurité nationale malgré un pile de défis pays a traversé. Célébration aujourd'hui, c'est une occasion pour rendre hommage à femmes et garçons qui portent uniforme avec fierté, mais tout pour faire bilan sous chemin qui fait là avec projet qu'a préparé pour l'avenir. Bleu Production a fait nous vivre tout gros moment yo. Discours officiel yo, parade avec démonstration yo, remise d'extension ensemble avec interview spéciale avec différents responsables yo. Restez branchés avec nous pendant n'a porté pour nous images, informations et réactions qui pral marquer célébration 31e anniversaire police nationale d'Haïti. Chers policières, chers policiers, votre mission n'est pas seulement une fonction, elle est une élection. Oui,
Ça veut dire, bon Dieu choisit nous pour une mission spéciale. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il vous confie un rôle essentiel dans la protection de la vie. Le noir fait travail, nous, c'est pas seulement à examiner tout, mais à cœur tout. Cet anniversaire intervient aussi dans un contexte particulièrement difficile. La population continue de faire face à une recrudescence inquiétante des enlèvements, notamment dans la commune de Delma. Parallèlement, les autorités poursuivent le renforcement des opérations conjointes entre la PNH et les unités spécialisées. Le Premier ministre a notamment effectué cette semaine une visite à la base de la force de répression des gangs afin d'évaluer les dispositifs déployés sur le terrain. La police a également renforcé sa présence dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment à Butte-Boyer, tandis que de nouveaux contingents internationaux poursuivent leur déploiement dans le pays. Les autorités annoncent également, Chelsea, de nouvelles mesures routières visant à renforcer la sécurité publique, dont l'interdiction stricte du transport des enfants à l'avant des motocyclettes. Malgré certaines avancées opérationnelles, la lutte contre l'insécurité demeure l'un des principaux défis de l'État haïtien. Les attentes de la population restent particulièrement élevées face à l'ampleur de la crise sécuritaire. Pendant que les autorités poursuivent leurs efforts sur le terrain, un autre sujet rassemble aujourd'hui des millions d'Haïtiens autour d'un même espoir. Nous parlons bien sûr, Chelsea, de l'équipe nationale qui s'apprête à vivre un moment historique. L'effervescence est à son comble à quelques heures de l'entrée en lice d'Haïti dans la Coupe du Monde 2026. Après 52 années d'attente, les Grenadiers retrouvent enfin la plus prestigieuse compétition du football mondial. Pour marquer cet événement exceptionnel, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé s'est rendu aux États-Unis afin d'apporter son soutien à la sélection nationale. Ce vendredi, il a rencontré les joueurs à la veille de leur affrontement contre l'Écosse. Cette visite a également donné lieu à une séance de signature d'autographes particulièrement appréciée par les supporters présents. Malgré ces ajustements, l'enthousiasme populaire demeure intact. À Port-au-Prince comme au sein de la diaspora, de nombreuses initiatives culturelles et musicales accompagnent cette qualification historique. Dans un contexte national difficile, le parcours des Grenadiers représente bien plus qu'un événement sportif. Pour de nombreux Haïtiens, cette participation au mondial constitue un symbole d'unité, de résilience et d'espoir. Et maintenant, Stéphanie, intéressons-nous à un secteur qui demeure au cœur du développement national, l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale vient de lancer une importante campagne visant à renforcer la qualité du système éducatif. Nous poursuivrons ce tour d'horizon de l'actualité nationale avec une initiative qui concerne directement l'avenir de milliers de jeunes à travers le pays. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a officiellement lancé ce vendredi une vaste campagne destinée à renforcer la qualité de l'enseignement au sein du réseau des écoles et universités protestantes du pays. Cette initiative vise notamment à accréditer, encadrer et à standardiser les établissements concernés afin de garantir un meilleur niveau de gouvernance et de qualité académique. Selon les responsables du ministère, cette démarche doit permettre d'améliorer l'organisation administrative des institutions, de renforcer le suivi pédagogique et d'assurer une meilleure conformité aux normes nationales. Le secteur éducatif demeure confronté à de nombreux défis, notamment en matière d'accès, de qualité de l'enseignement et de contrôle institutionnel. Les autorités Chelsea estiment que cette campagne pourrait contribuer à moderniser davantage certaines structures éducatives et à renforcer la confiance des familles dans le système scolaire. L'éducation demeure l'un des piliers essentiels du développement national. En misant sur la normalisation et l'accréditation des établissements, le MENFP cherche à renforcer la qualité de la formation offerte aux générations futures.
Toujours dans le domaine de la protection des citoyens, une institution nationale a profité de cette semaine pour réaffirmer sa mission fondamentale. L'Office de la protection du citoyen a renouvelé cette semaine son engagement en faveur de la défense et de la promotion des droits humains en Haïti, Chelsea. L'institution rappelle Stéphanie qu'elle demeure mobilisée pour accompagner l'ensemble de la population dans la protection de ses droits fondamentaux. Une attention particulière est accordée aux groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées ainsi que les personnes vivant avec un handicap. Dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux et sécuritaires, l'OPS souligne l'importance du respect de la dignité humaine et de l'égalité devant la loi. Le rappel de cette mission intervient à un moment où la question des droits humains demeure au cœur des préoccupations nationales. Le rôle des institutions de protection apparaît plus essentiel que jamais pour accompagner les citoyens les plus vulnérables. Autre image marquante de la semaine, l'intérêt grandissant manifesté par de nombreux jeunes envers les forces armées d'Haïti. De nombreux jeunes, Stéphanie, hommes et jeunes femmes, se sont présentés ces derniers jours afin de s'inscrire dans les rangs des forces armées d'Haïti. Les centres d'enregistrement ont accueilli une affluence remarquée, témoignant d'un regain d'intérêt pour la carrière militaire. Pour plusieurs observateurs, cet engouement reflète à la fois un désir de servir le pays, mais également la recherche de nouvelles opportunités professionnelles pour la jeunesse. Les autorités militaires poursuivent quant à elles leurs efforts de restructuration et de modernisation des forces armées. L'intérêt croissant des jeunes pour l'institution militaire illustre l'importance que conserve la question de la défense nationale dans l'imaginaire collectif. Il met également en lumière les attentes de nombreux jeunes en matière d'encadrement et de perspectives professionnelles. Quittons maintenant les questions institutionnelles, Stéphanie, pour une nouvelle beaucoup plus positive qui fait rayonner le savoir-faire haïtien à l'étranger. La production haïtienne s'est distinguée cette semaine, Chelsea, lors du mondial du rhum organisé à Paris. Le secteur national a remporté le prestigieux Grand Prix Terroir, une distinction particulièrement convoitée dans l'univers des spiritueux. Cette récompense met en valeur la qualité du rhum et du clairin haïtien, reconnus depuis plusieurs années pour leur authenticité et leur richesse aromatique. Pour les producteurs locaux, cette reconnaissance internationale constitue une formidable vitrine susceptible d'ouvrir de nouveaux marchés. Au-delà de la performance économique, cette distinction Chelsea contribue également au rayonnement culturel d'Haïti sur la scène internationale. Cette récompense confirme le potentiel exceptionnel des produits du terroir haïtien. Elle rappelle également l'importance de soutenir les filières locales capables de porter l'image du pays bien au-delà de ses frontières. Terminons ce premier bloc national avec une décision qui touche directement à la santé publique. Les autorités du département du Nord ont officiellement interdit cette semaine la vente ambulante de médicaments sur la voie publique au Cap-Haïtien. Cette mesure vise à lutter contre la circulation de produits contrefaits, périmés ou conservés dans des conditions inadéquates. Selon les responsables sanitaires, la prolifération du marché informel représente un risque important pour la santé de la population, Chelsea. Les autorités souhaitent désormais encourager les citoyens à se procurer leurs médications exclusivement auprès des pharmacies et structures autorisées. Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large visant à mieux encadrer le secteur pharmaceutique et à renforcer la protection des consommateurs. La lutte contre les médicaments de qualité douteuse constitue un enjeu majeur de santé publique. Cette mesure pourrait contribuer à réduire certains risques sanitaires tout en favorisant un meilleur contrôle du marché pharmaceutique. Ainsi s'achève notre premier grand tour d'horizon de l'actualité nationale. Politique, sécurité, éducation, droits humains, jeunesse, économie et santé publique ont marqué cette semaine particulièrement riche en événements. Dans un instant, nous tournerons notre regard vers le reste du monde.
Au programme de notre bloc international, les tensions entre Washington et Téhéran, la situation au Liban et en Cisjordanie, les préparatifs du sommet du G7, les nouvelles sanctions visant Cuba ainsi que plusieurs autres événements qui continuent d'influencer l'actualité mondiale. Restez avec nous. La suite de votre magazine après cette courte pause. Merci de nous retrouver pour la suite de votre magazine du week-end. Après l'actualité nationale, place maintenant Chelsea aux grands événements qui font la une à travers le monde. Nous ouvrons ce chapitre international avec le dossier qui domine l'actualité diplomatique mondiale cette semaine, les tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran. Le Moyen-Orient traverse actuellement une nouvelle période de forte turbulence. Après plusieurs frappes américaines visant des positions stratégiques, l'Iran a répliqué en lançant des missiles en direction de bases militaires situées au Koweït et à Bahreïn. Selon plusieurs sources, certains projectiles seraient même passés à proximité de l'aéroport international de Kuwait City, alimentant les inquiétudes d'une escalade régionale. Malgré cette montée des tensions, les discussions diplomatiques se poursuivent. Le président américain Donald Trump a finalement renoncé à de nouvelles frappes et privilégie désormais la recherche d'un accord global susceptible d'éviter un conflit ouvert. Du côté de Téhéran, le discours reste plus prudent. Les autorités iraniennes affirment qu'elles ne renonceront pas au contrôle stratégique du détroit d'Ormuz, passage maritime essentiel pour le commerce mondial du pétrole. Cette situation continue d'inquiéter Chelsea les marchés internationaux. La hausse des prix de l'énergie contribue déjà à alimenter les pressions inflationnistes observées dans plusieurs régions du monde. Au-delà de la confrontation militaire, ce bras de fer illustre l'importance stratégique du Moyen-Orient dans l'équilibre économique mondial. Chaque évolution de ce dossier est suivie avec attention par les grandes puissances. Pendant que les négociations se poursuivent entre Washington et Téhéran, les violences continuent malheureusement, Stéphanie, sur plusieurs fronts au Moyen-Orient. Une trêve toujours fragile. Au Liban, le cessez-le-feu soutenu par Washington peine à produire les effets espérés. Des frappes israéliennes et des ripostes de Hezbollah ont encore été signalées cette semaine dans plusieurs secteurs du sud du pays. Les affrontements ont coûté la vie à plusieurs personnes, parmi lesquelles des militaires libanais ainsi que membres de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. La situation demeure également préoccupante en Cisjordanie. La mort d'un bébé palestinien de 7 mois lors d'une opération militaire à Hébron a provoqué une vive émotion et suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté internationale. Des organisations humanitaires appellent à une meilleure protection des populations civiles alors que les tensions restent extrêmement élevées dans plusieurs territoires. Malgré les efforts diplomatiques, Stéphanie, la région demeure confrontée à une instabilité chronique. Les événements récents montrent combien la recherche d'une paix durable reste complexe. Direction maintenant Chelsea, l'Europe, où les préparatifs du prochain sommet du G7 se poursuivent activement. La France finalise l'organisation du prochain sommet du G7 qui réunira plusieurs dirigeants des principales puissances économiques mondiales.
La présidence française a également invité plusieurs pays émergents, notamment l'Inde, le Brésil, le Kenya, l'Égypte et la Corée du Sud. Parmi les principaux sujets à l'ordre du jour figurent la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques, l'intelligence artificielle ainsi que la protection des mineurs sur Internet. Les discussions s'annoncent toutefois délicates après l'annonce de Washington concernant une possible réduction de sa contribution militaire au sein de l'OTAN en Europe. Ce sommet intervient dans un contexte international particulièrement sensible. Les dirigeants devront tenter de construire des consensus sur plusieurs dossiers stratégiques qui influencent déjà l'économie mondiale. Restons sur le continent américain avec une nouvelle série de sanctions qui continuent de fragiliser l'économie cubaine. L'administration américaine a renforcé cette semaine sa politique de pression à l'égard des autorités cubaines, Chelsea. Washington a notamment annoncé le gel d'avoirs financiers et de nouvelles sanctions visant directement le président Miguel Díaz-Canel ainsi que plusieurs personnalités proches du pouvoir. Ces mesures s'ajoutent aux nombreuses restrictions déjà en vigueur et contribuent à accentuer les difficultés économiques auxquelles l'île est confrontée. Plusieurs entreprises étrangères réduisent progressivement leurs activités tandis que les pénuries de médicaments et de produits alimentaires continuent d'affecter la population. La stratégie américaine vise à accroître la pression sur les autorités cubaines. Cependant, ces conséquences se répercutent également sur le quotidien de millions de citoyens confrontés à une situation économique déjà fragile. Toujours aux États-Unis, un important bras de fer judiciaire continue d'opposer l'administration Trump à la justice fédérale. Le juge fédéral John J. McConnell a une nouvelle fois exigé que les autorités migratoires américaines respectent une décision de justice concernant le traitement de milliers de dossiers d'immigration. Dans une ordonnance particulièrement ferme, le magistrat rappelle que l'administration ne peut suspendre ses procédures en violation des dispositions légales existantes. Le tribunal a accordé un délai supplémentaire afin que les autorités présentent les mesures concrètes prises pour appliquer cette décision. Cette affaire illustre les tensions persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire autour des questions migratoires, devenues l'un des principaux sujets de débat aux États-Unis. En Europe maintenant, des violences urbaines ont retenu l'attention des médias internationaux. Le capitale nord-irlandaise a connu 2 nuits consécutives de meutes particulièrement violentes. Des groupes d'extrême droite ont affronté les forces de l'ordre, provoquant plusieurs incendies, dégradations et affrontements dans différents quartiers. Ces violences ont été alimentées par la diffusion massive de fausses informations sur les réseaux sociaux après une agression survenue plus tôt dans la semaine. Le bilan fait état de plusieurs policiers blessés et de nombreuses arrestations. Cet épisode rappelle l'impact grandissant de la désinformation numérique dans l'alimentation des tensions sociales et politiques à travers le monde. Nous allons maintenant marquer une courte pause. À notre retour, nous poursuivrons notre tour du monde avec la tempête Christina en Amérique centrale, l'inflation mondiale, l'actualité africaine, la Caraïbe, ainsi que les déplacements du Saint-Père. Restez avec nous, la suite de votre magazine continue dans quelques instants. Merci de votre fidélité. Nous poursuivrons notre magazine avec plusieurs événements qui ont marqué l'actualité régionale et internationale au cours des derniers jours. Direction tout d'abord Chelsea, l'Amérique centrale, confrontée cette semaine à un important épisode météorologique. La tempête tropicale Christina a provoqué de fortes pluies et d'importantes inondations dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Le Nicaragua, le Honduras, le Salvador et le Guatemala figurent parmi les territoires les plus touchés par ce phénomène climatique. Les autorités rapportent des glissements de terrain, des routes coupées et plusieurs milliers de personnes affectées par les intempéries.
Au Guatemala, un enfant a malheureusement perdu la vie, tandis que le Salvador a prolongé la fermeture de plusieurs établissements scolaires afin de protéger les populations. Les épisodes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents dans la région. Cette situation rappelle la vulnérabilité des pays d'Amérique centrale face aux conséquences du changement climatique. L'économie mondiale continue également de retenir l'attention cette semaine. Les marchés financiers ont réagi aux récentes déclarations du président américain Donald Trump concernant l'inflation, Chelsea. Ces propos interviennent alors que plusieurs grandes économies font face à une hausse persistante des prix. La Banque centrale européenne suit de près l'évolution de la situation et envisage de nouvelles mesures afin de préserver la stabilité économique. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ainsi que les incertitudes commerciales continuent également d'alimenter les inquiétudes des investisseurs. L'économie mondiale demeure étroitement liée aux grands événements géopolitiques. Les marchés restent particulièrement sensibles aux crises internationales et aux décisions des principales banques centrales. Place maintenant à l'actualité africaine. Plusieurs pays africains poursuivent activement leurs préparatifs en vue du prochain sommet du G7 organisé en France. Le Kenya et l'Égypte figurent parmi les nations invitées à participer aux discussions sur plusieurs enjeux stratégiques. La question des minerais critiques sera notamment au cœur des échanges. Ces ressources sont aujourd'hui essentielles à la fabrication de nombreuses technologies modernes. Les dirigeants africains souhaitent faire entendre leur voix sur les conditions d'exploitation et de valorisation de ces richesses naturelles. L'Afrique cherche progressivement à renforcer son influence dans les grands débats internationaux. Les ressources stratégiques du continent lui confèrent un poids croissant sur la scène mondiale. Nous restons dans notre environnement régional avec plusieurs dossiers importants qui ont marqué la Caraïbe cette semaine. La Martinique et la Guadeloupe se préparent à faire face à des échouements massifs de sargasses. Les services météorologiques français ont lancé une alerte concernant l'arrivée d'importantes quantités de ces algues sur les côtes des deux territoires. Outre les nuisances environnementales, les autorités craignent des conséquences économiques pour le secteur touristique. Les émanations de gaz produites par la décomposition des sargasses représentent également un risque sanitaire pour les populations riveraines. Chaque année, les sargasses constituent un défi majeur pour plusieurs territoires caribéens. Leur gestion mobilise d'importantes ressources humaines et financières. Terminons ce segment avec l'actualité du Vatican. Le Saint-Père Chelsea a effectué cette semaine une visite remarquée à Barcelone, capitale mondiale de l'architecture pour l'année 2026. Le pape a célébré une grande messe à la célèbre basilique de la Sagrada Familia à l'occasion du centenaire de la disparition de l'architecte Antoni Gaudí. Au cours de son séjour, il a également rencontré plusieurs communautés religieuses engagées auprès des migrants. Ce déplacement a permis au souverain pontife de mettre en lumière les valeurs d'accueil, de solidarité et de dialogue qui demeurent au cœur de son pontificat. Le voyage s'est ensuite poursuivi vers les îles Canaries. Le pape a conclu son déplacement par une visite symbolique à Las Palmas et à Santa Cruz de Tenerife. À travers ce choix, le Saint-Père a souhaité attirer l'attention sur les réalités vécues dans ces régions situées aux frontières maritimes de l'Europe. Les questions migratoires et les défis liés au changement climatique ont occupé une place importante dans ses interventions. En se rendant dans ces territoires éloignés, le pape rappelle sa volonté constante de porter son regard vers les périphéries souvent oubliées des grands centres de décision. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité à travers le monde. Des faits marquants, des évolutions importantes, mais le monde continue de tourner et l'information ne s'arrête jamais. Restez avec nous car juste après cette pause, place à l'énergie du sport. Toujours dynamique, toujours précise, accueillons à présent notre collaboratrice Nedjine pour les actualités sportives. Merci Stéphanie, merci Chelsea. Bonsoir à tous.
Place maintenant au sport avec toute l'intensité, les résultats et les temps forts qui font vibrer le monde sportif aujourd'hui. Et cette semaine, toute l'attention des Haïtiens est tournée vers un événement historique. Après plus d'un demi-siècle d'attente, les Grenadiers s'apprêtent à retrouver la plus grande scène du football mondial et d'après certaines informations obtenues, plusieurs ajustements de dernière minute ont été réalisés au sein de l'effectif, notamment avec le remplacement de l'Everton Pierre par Govins Metusala. La préparation a également été marquée par une controverse inattendue autour du maillot national. La FIFA a demandé à l'équipementier Saïta de modifier certains éléments visuels du design initial. Le compte à rebours touche à sa fin. Ce samedi 13 juin, Haïti fera son grand retour aux Coupes du Monde après 52 années d'absence. Les Grenadiers affronteront l'Écosse au Boston Stadium de Foxborough dans leur premier match du groupe C. Un rendez-vous historique attendu avec émotion par toute une nation. Cette qualification revêt une signification particulière. Elle a été obtenue dans un contexte national difficile, marqué par l'insécurité et l'impossibilité pour la sélection de recevoir ses adversaires à domicile durant les éliminatoires. Cette participation représente aujourd'hui un puissant symbole de résilience, d'espoir et d'unité nationale. Après l'Écosse, Haïti devra affronter deux autres adversaires redoutables. Le Brésil le 19 juin à Philadelphie, puis le Maroc le 24 juin. La préparation a également été marquée par quelques ajustements techniques de dernière minute ainsi que par la controverse entourant la modification du maillot national demandé par la FIFA. Mais rien ne semble altérer l'enthousiasme populaire. Bien plus qu'un simple rendez-vous sportif. Ce retour au mondial représente un moment historique pour Haïti. Dans un contexte souvent difficile, le football devient un puissant facteur de rassemblement national. Pendant qu'Haïti prépare son entrée en lice, la compétition a déjà commencé sur le continent nord-américain. La Coupe du Monde 2026 a officiellement débuté le 11 juin avec le match d'ouverture disputé au mythique stade Aztec de Mexico. Le match d'ouverture s'est transformé en véritable combat physique d'une rare intensité devant plus de 80 000 spectateurs en fusion. Très rapidement, le Mexique impose un pressing raw et agressif. Le Mexique a parfaitement lancé son tournoi en s'imposant 2-0 face à l'Afrique du Sud devant plus de 80 000 spectateurs. À la 9e minute, William Quiñones profite d'une erreur de relance de Sfefelo Citol pour ouvrir le score et lancer parfaitement les siens. Le tournant intervient au début de seconde période avec l'expulsion de Citol à la 49e minute, laissant l'Afrique du Sud en infériorité numérique. À 11 contre 10, le Mexique déroule. Le vétéran Raúl Jiménez double la mise à la 67e minute d'une tête puissante sur un centre précis de Roberto Alvarado, scellant définitivement la rencontre. Un match marqué par une tension extrême, 3 cartons rouges au total, avec également les expulsions de Temba Zwane et César Montes. Un premier historique pour un match d'ouverture de Coupe du Monde. Dans l'autre rencontre du groupe A, la Corée du Sud s'est imposée 2-1 face à la République tchèque. Malmenée physiquement et menée après l'ouverture du score de Ladislav, à la 58e minute, les Sud-Coréens ont su garder leur calme et leur organisation. La réaction arrive à la 66e minute grâce à Hwang In, à la conclusion d'une superbe action collective initiée par Lee Kang-in. Et plus disciplinés dans le jeu, les Asiatiques prennent ensuite l'avantage à la 79e minute par Oh Young-gyu. La fin de match est marquée par un but tchèque, refusé après intervention de la VAR pour hors-jeu. Le groupe B a officiellement débuté à Toronto et le Pays Rôde connaît un départ difficile malgré une domination nette du Canada dans la possession du ballon avec 68% et une forte pression offensive avec 9 corners.
c'est la Bosnie-Herzégovine qui a créé la surprise. À la 20e minute, l'attaquant Jovo Lokic a ouvert le score sur une passe décisive de Sead Kolasinac, donnant l'avantage aux Bosniaques à la pause. Le Canada devra impérativement réagir en seconde période pour espérer éviter une entrée en compétition compliquée à domicile. Dans l'autre rencontre du jour, les États-Unis affrontent le Paraguay dans un match très attendu du groupe D. C'est un premier grand test officiel pour le sélectionneur argentin Mauricio Pochettino qui met en place un système basé sur un pressing intense et des transitions rapides menées par Christian Pulisic. En face, le Paraguay reste fidèle à sa réputation de solidité défensive avec un bloc bas compact et une stratégie axée sur les contres et les coups de pied arrêtés. L'enjeu est déjà important. Une victoire permettrait aux États-Unis de prendre une option sérieuse dans ce groupe particulièrement relevé. Cette édition 2026 marque également un tournant majeur dans l'histoire du football mondial. Pour la première fois, 48 sélections participent à la compétition. Au total, 104 matchs seront disputés aux États-Unis, au Canada et au Mexique pendant 39 jours. Avec son format élargi, cette Coupe du Monde ambitionne d'offrir davantage de visibilité à de nouvelles nations tout en renforçant l'attractivité du tournoi à l'échelle mondiale. Autre bonne nouvelle pour le football haïtien, les Grenadières continuent elles aussi de briller. L'équipe nationale féminine a signé une belle victoire cette semaine lors d'un match amical international. Les Grenadières ont dominé la Guinée équatoriale sur le score de 3-1. Cette performance confirme les progrès constants réalisés par cette génération talentueuse qui continue de porter haut les couleurs d'Haïti. Les résultats obtenus par la sélection féminine témoignent du développement progressif du football féminin haïtien sur la scène internationale. Direction maintenant les États-Unis où les finales NBA continuent de faire vibrer les amateurs de basketball. La finale NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs continuent de tenir toutes ses promesses. Après avoir remporté les 2 premiers matchs au Texas, les Knicks ont connu des fortunes diverses à domicile. Les Spurs ont d'abord créé la surprise lors du 3e match avant que New York ne réalise une remontée spectaculaire lors du 4e. Menés de 29 points, les Knicks sont parvenus à renverser complètement la situation pour décrocher une victoire historique. Ils se retrouvent désormais à une seule victoire du titre. Du côté de la WNBA, une jeune recrue a également marqué les esprits en établissant un nouveau record de tirs à 3 points, réussi lors d'une rencontre de saison régulière. Entre performances individuelles et scénarios renversants, le basketball américain continue d'offrir un spectacle exceptionnel aux passionnés du monde entier. Passons maintenant au baseball. La saison de baseball connaît un tournant important avec la blessure de la vedette Aaron Judge. L'absence prolongée du joueur pourrait compliquer les ambitions des New York Yankees dans la course aux séries éliminatoires. Parallèlement, les meilleures équipes universitaires s'affrontent actuellement à Omaha dans le cadre du prestigieux College World Series. Cette période de l'année constitue souvent un moment charnière dans les compétitions nord-américaines où chaque résultat peut influencer la suite de la saison. Place désormais au gazon. La saison de tennis sur gazon a officiellement débuté cette semaine avec plusieurs tournois préparatoires. Le Libema Open disputé aux Pays-Bas sert notamment de tremplin aux joueurs qui préparent déjà Wimbledon. Comme chaque année, la transition entre terre battue et gazon représente un défi technique majeur pour les meilleurs joueurs du circuit mondial. En Formule 1, les moteurs rugissent désormais du côté de l'Espagne. Rendez-vous à Barcelone. Les premières séances d'essais libres du Grand Prix de Barcelone-Catalogne ont débuté ce vendredi. Les écuries poursuivent leur lutte acharnée dans la course aux titres mondiaux des pilotes et des constructeurs. Chaque Grand Prix devient désormais crucial dans un championnat particulièrement disputé.
Avant de conclure cette page sportive, un mot sur plusieurs autres disciplines qui ont animé la semaine. En bref, les championnats du monde de judo s'ouvrent ce week-end à Budapest. Les mondiaux de voile 470 se poursuivent en Pologne avec la participation des meilleurs équipages internationaux. En natation, les sélections australiennes continuent de produire des performances remarquables, tandis que la Fédération haïtienne des sports aquatiques poursuit la préparation de ses athlètes expatriés. En boxe, les regards sont tournés vers la prochaine Coupe du Monde organisée en Chine ainsi que vers plusieurs combats de championnat programmés dans les prochaines semaines. Enfin, les amateurs d'arts martiaux mixtes ont suivi avec intérêt la tenue du Grand Gala Hexagone MMA organisé à Lyon. Ainsi s'achève cette page sportive, particulièrement riche en émotions. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite de votre magazine. Merci Nedjine pour ces informations sportives complètes. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de ce magazine. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Bonne journée à tous, au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'actualité, Graines Promenées.